Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter un petit peu plus de ce qui s'est passé ce week-end. Donc si vous n'étiez pas au courant, il y avait deux événements que j'ai eu la chance de cast, donc merci à Cartapapa pour m'avoir fait confiance pour ce commentary. Le samedi, Win Case avec 365 joueurs et le dimanche, French Open avec 818 joueurs, donc vraiment un très gros tournoi. Et ces deux tournois, ils étaient vraiment super importants à de multiples égards. Déjà parce qu'il y a eu une banlist qui a eu lieu il y a un petit peu plus d'une semaine, et donc du coup, c'était les deux premiers tournois d'ampleur pour essayer de voir un petit peu ce que les duellistes ils allaient faire pour adapter leur deck, notamment les decks Malice et Ryzeal. Et puis, c'était également l'occasion de savoir si dans ce format un petit peu spécial pré-aline et post-banlist, il y avait d'autres decks qui pouvaient s'exprimer, puisque avant ça, c'était principalement du Malice et du Ryzeal qu'on voyait. Et évidemment, il y a pas mal d'enseignements qu'on a pu tirer de ce week-end. Alors moi, j'ai eu la chance de le caster, et donc du coup, j'ai une vision globale de l'événement, mais si vous n'avez pas pu passer 22 ou 24 heures à me regarder en train de commenter les différents duels sur ce samedi et ce dimanche, eh bien ne vous inquiétez pas, puisque dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 points essentiels à retenir de ce week-end du French Open. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler comme d'habitude que vous pouvez me retrouver en live sur Twitch, sur ma chaîne Barcode TCG, je fais régulièrement du remote duel, et donc si vous voulez interagir avec moi, me poser des questions, échanger, eh bien n'hésitez pas, c'est l'endroit pour le faire. Et puis je tiens également à vous rappeler que vous avez un Discord communautaire à votre disposition qui vous permettra d'échanger avec une communauté active de duellistes, mais également de faire des tournois régulièrement, tournois remote duel gratuits qui vous permettront de remporter de nombreux lots qui sont offerts par mon sponsor, le Coin des Barons. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et commencer directement avec le premier point en parlant du vainqueur de ce French Open, puisque ce dimanche, Dinkabui a remporté le French Open avec un record de 10 victoires et 0 défaites, ce qui est bien évidemment une performance en soi, mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il a réussi à remporter ce French Open avec son deck fétiche Fire King, qui lui avait d'ores et déjà permis de remporter le YCS Birmingham en février. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'il a réussi cette performance avec un deck qui n'était absolument pas attendu, qui était bien loin des decks méta qui étaient Ryzeal et Malice, et pourtant il a réussi à faire cette performance incroyable, ce qui montre bien que au-delà du deck, le joueur est un facteur essentiel dans le chemin vers la victoire. Bien évidemment, à titre personnel, ça fait extrêmement plaisir que Dinka remporte cet event, même si ce n'est pas un Français et qu'on aurait aimé voir un Français remporter ce trophée final, mais c'est un joueur qui est vraiment super sympa, qui est très agréable pour avoir discuté avec lui à de nombreuses reprises, et encore une fois, de le voir remporter cet événement avec un deck de cœur, ça fait plaisir parce que ça montre qu'il ne suffit pas de jouer le deck qui est le plus fort pour remporter des events, et ça c'est très important, je pense, pour le jeu. Avec cette nouvelle victoire en event majeur, juste après donc celle de Birmingham, bien évidemment, Dinka, ça lui rapporte un certain nombre de points pour la course aux championnats du monde et principalement aux playoffs qui auront lieu lors des championnats d'Europe fin juillet. Et là, il est très bien parti pour avoir une nouvelle participation et rester dans ce top 16. On va pouvoir passer au deuxième point qui concerne les deux decks qui sont arrivés en finale en dernière ronde. Et quel bonheur, vraiment quel bonheur de vous cast une finale où il y avait ni Malice, ni Ryzeal, ni même un autre deck qui était attendu, puisque la finale c'était Snake Eye contre Fire King. Qui aurait pu prédire cette affiche au début du tournoi ? Certainement pas moi. Cette finale, ça aurait pu être une finale de 2024, littéralement, puisque ces deux decks étaient au sommet de la méta à cette époque-là, mais désormais, ils sont bien moins impressionnants depuis les différentes bans et puis l'arrivée de nouveaux decks comme Malice et Ryzeal. On a un petit peu relégué ces decks au fond de la classe et ils étaient pas spécialement plus joués que ça. Alors Fire King, il a été repopularisé avec la victoire de Dinkabui à Birmingham en février, mais pour Snake Eye, il y avait littéralement personne qui jouait ça. Alors évidemment, ces decks, ils ont des avantages. Fire King a notamment l'avantage de plutôt bien jouer autour des Molcharmies, que ce soit Fuvalos, Purulia, Meowth, on joue plutôt bien autour. On va pouvoir mettre en place ces conditions de victoire sans faire piocher trop de cartes nécessairement à l'adversaire, ce qui est bien évidemment un avantage dans la méta. Et puis ce deck là, il joue très bien autour des Bystials qui sont énormément joués, notamment par exemple par Malice ou bien les Bystial Control avec notamment l'engine Finsmith. Et donc du coup, il était pas trop mal placé en embuscade dans la méta par un joueur qui sait relativement bien jouer le deck évidemment. Au-delà de ça, Dinka il nous l'a également expliqué en interview, c'est un deck qui a un bon go second. Généralement, on
on a la possibilité de break des fields assez facilement pour peu que l'on joue bien les interactions, et donc du coup, si on est un très bon joueur, ça va donner un edge contre notre adversaire qui ne saura pas nécessairement comment interagir avec nos différentes cartes. Si pour Fire King, on peut se dire qu'il y a quand même vraiment de bons avantages pour le deck, du côté de Snake Eye, en revanche, c'est vraiment un véritable ovni. Personnellement, je m'y attendais pas du tout à voir ce deck-là en finale. Et ici, il était joué avec les Kashtira, les Azamina et les Finsmith, et du coup, ça a aidé fortement à passer au travers des interruptions, à passer au travers des fields qui étaient déjà établis, puisque le deck, des dires même en fait du joueur qui a fait finale et que l'on a vu un petit peu plus tôt d'ailleurs également en ronde, eh bien, le deck a un go second qui est plutôt correct, et du fait de l'accumulation des engines, eh bien, on peut essayer de bait certaines interruptions, certaines interactions, et derrière s'en sortir, notamment grâce au Doom Dragon, qui est un ajout essentiel au deck et qui permet à la fois de générer un body supplémentaire, mais également de gérer des menaces qui sont sur le board de l'adversaire. Est-ce que ces deux decks-là sont vraiment des contenders à la place de meilleurs decks de la méta? Je ne pense pas, mais en revanche, est-ce que ça fait plaisir de les voir au sommet pour une fois? Eh bien oui, évidemment, ça fait extrêmement plaisir, et c'était bon de revoir ces deux decks après la méta-feu qui a eu lieu en 2024, qui pointaient leur bout de son nez, et qui probablement ne reviendront pas par la suite. Et en parlant de deck au sommet de la méta, ça nous emmène tout droit vers notre troisième point, quid de Malice et Ryzeal, puisque après la ban, on se posait quand même des questions légitimes. Il y a eu des hits de stabilité, il y a également eu des hits sur certaines loops, avec notamment la ban de lien décodeur, qui était extrêmement problématique pour le deck Malice. On se posait un petit peu tous la question de savoir si le deck pouvait s'en sortir, si jamais il était toujours viable en version pure, ou bien est-ce que s'il avait besoin en fait tout simplement d'engine pour accompagner le deck et essayer d'agir en tant que béquille ou en tant que fauteuil tout simplement pour essayer de faire avancer le deck tant bien que mal. Et au final, ce qu'on a pu constater dans cet event, c'est que les joueurs ils ont continué à jouer Malice et Ryzeal. Alors certes, la proportion baisse un petit peu par rapport aux proportions d'avant ban, mais ça reste quand même assez important. Sur les 818 joueurs de départ, il y en avait 141 qui jouaient Malice et 111 qui jouaient Ryzeal, ce qui est tout de même assez important. Et à la fin du tournoi, on s'est retrouvé quand même avec une proportion assez importante de Malice et de Ryzeal en top, et tout au long de la journée, sachez que vu que je devais choisir les matchs feature, eh bien je l'ai bien vu en passant dans les top tables, c'est-à-dire en X0 et en X1, il y avait énormément de Malice qui était là. Le deck reste bien évidemment le meilleur deck de la méta. Pour essayer de contrer la ban, les joueurs Malice, ils ont essayé de rentrer plusieurs engines différentes. Alors il y en a qui ont choisi de rester sur une engine pure avec un maximum de bestial, le problème étant que on ne voit pas assez souvent son engine, et donc on a des risques de briques entre guillemets, et donc de ne pas voir les Malices dans sa main de départ. Mais il y a d'autres joueurs qui ont choisi d'ajouter des sub-engines qui permettent de consolider un petit peu le field avec les Kashtira tout d'abord, les Finsmith, mais également une engine bestiale incorporant les Lubellion notamment. Du côté de Ryzeal, il y a eu très peu de Ryzeal pur, on était principalement sur des Ryzeal Finsmith, il y en avait vraiment beaucoup, et puis il y a également certains joueurs qui se sont tournés vers la version Mitsurugi en se disant que ça pouvait peut-être résoudre les problèmes qui avaient été apportés par la récente ban. Si on regarde au général, Malice, c'est encore un deck qui fait extrêmement peur. Certes, il y a des choses qui ont changé depuis la ban, le deck est un petit peu moins puissant, mais il reste toujours extrêmement présent, et ça fait très peur parce que post-Aline, le deck va recevoir un support qui va être monumental, et il risque d'être de loin le meilleur deck, celui qu'il va falloir abattre. Et pour abattre ce deck, eh bien ça nous emmène tout droit au quatrième point. Il y a des decks qui ont pu ressortir de derrière les fagots, puisqu'ils ont été un petit peu unleashed, et ce grâce à la ban de Dweller. En fait, depuis une semaine, on se posait la question de savoir si, depuis que Dweller est ban, eh bien, les decks qui étaient en quelque sorte nerf parce que Ryzeal avait la possibilité en game 2 ou game 3 de faire un Dweller et donc de nullifier la stratégie, eh bien, est-ce que ces decks pouvaient ressortir un petit peu ou pas? Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de ces decks qui ont effectivement subi un énorme boost. On peut notamment parler de Mermail. On se posait la question de savoir si la ban de Bahamut Shark, notamment, allait être
un gros coup dur pour le deck, mais finalement c'est l'inverse. Le samedi, le deck a littéralement gagné l'event 365 joueurs. Alors le joueur qui était derrière cette victoire, c'était pas n'importe qui tout de même, puisque c'était Julius, qui est un véritable professionnel du deck. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder de nouveau la finale si le deck vous intéresse, puisque cette finale entre Julius et Pierre Burgals de la Team Ares est absolument fantastique. Si vous appréciez Mermail, Julius nous démontre que le deck est encore incroyable, que ce soit en Go First ou en Go Second, il a des armes qui sont effrayantes. Mais même si Mermail a remporté l'event de samedi, ce n'est pas le seul deck à avoir bénéficié de la ban de Dweller. Tout au long du week-end, on a pu voir des decks justement qui auparavant étaient nerfs par ce Dweller, et la possibilité qu'avait Ryzeal de le faire Game 2, Game 3, et donc de fusiller le match-up. Et ces decks-là sont revenus. On a notamment pu voir Memento, qui est un deck qui est extrêmement puissant, assez méconnu de la part des joueurs de Yu-Gi-Oh! Et qui donc du coup peut tirer son épingle du jeu. On a également vu des Crystron, avec en point d'orgue une ronde 9 monumentale le dimanche, et une victoire de Théo sur son deck Crystron. Je vous invite à aller voir sa deck profile, je crois que ça doit être sur son Twitter, et également sa ronde 9 qui est disponible donc sur la chaîne Konami FR. Mais ce qu'il a proposé c'était fantastique, et ça montre bien que l'on peut arriver en top table avec ces decks là qui donc désormais ont moins d'ennemis, et surtout pas un ennemi qui s'appelle Dweller et qu'il est possible de faire à partir de l'extra deck. Et puis enfin, le cinquième et dernier point sur lequel je voulais revenir dans cette vidéo, c'est les points pour les Worlds, parce que cet event il était absolument essentiel pour toutes les personnes qui souhaitent finir dans le top 16 fin juillet, et donc pouvoir participer potentiellement aux qualifications pour les championnats du monde. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce process, je vais vous expliquer très rapidement comment ça se passe. Globalement, à chaque fois que vous faites des événements Konami, vous allez avoir l'opportunité de remporter des points selon votre classement, mais également le nombre de participants dans cet event. En l'occurrence, ici, c'est un French Open, et donc du coup, il y a 818 joueurs, ce qui est énorme, et ce qui booste le total de points qu'il est possible de remporter si vous gagnez l'event, ou bien même si vous finissez par exemple dans le top 20. À l'issue de la saison, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de points obtenus par chaque participant, on va les additionner, et on va regarder qui est le top 16 en France, et ces 16 joueurs vont recevoir une invitation pour venir le vendredi du championnat d'Europe afin d'effectuer un mini tournoi qui va leur permettre de se mesurer les uns aux autres et au top 3 d'être qualifiés directement pour les championnats du monde. Donc ce classement il est bien évidemment très important pour les personnes qui souhaitent se qualifier au World, et là on arrive à la fin de la saison, il reste plus beaucoup d'événements majeurs qui permettent de remporter des nombres importants de points, et donc du coup il ne fallait pas se rater sur ce French Open pour les personnes qui souhaitent se qualifier au championnat du monde et qui n'ont pas d'avance confortable. Et si on regarde ce classement, et ben on se rend compte de plusieurs choses. Déjà, dans le top 16, il y a pas mal de Français, et on peut notamment féliciter Gabriel Soucy, qui est le premier du classement. Gab qui est là avec 503 points, absolument monumental. Mais on a également Damien Valla qui est dans le top 3 avec 410 points. On voit également Ludovic Lefebvre, Ludo qui est quasiment à la barre des 400 points. Puis après on peut citer Gabriel Huart, évidemment Vincent Amouche, Ilias également qui fait partie de ce top, qui est actuellement à la 13e place, et on lui souhaite de continuer de s'accrocher et de faire un très bon résultat au championnat de France pour tenter de rester dans ce top 16 et avoir sa place pour les playoffs lors du championnat d'Europe. Quoi qu'il en soit, cet event, comme je vous l'ai dit, c'était l'un des derniers pour obtenir beaucoup de points, et là, les prochains événements qui vont littéralement sceller le deal, ça va être les championnats nationaux, dont le championnat de France qui aura lieu fin mai, et qui devrait regrouper énormément de joueurs qui souhaitent obtenir les points pour cette qualification au championnat du monde. On est dans la dernière ligne droite, et on va bien évidemment suivre toute cette période de championnats nationaux pour voir si les Français réussissent à s'accrocher et qui réussira à avoir sa place pour les playoffs. Et puis enfin, je voulais revenir quand même sur quelque chose. Alors ça fait pas partie des 5 points, c'est un petit peu un point bonus, mais l'event il a été absolument incroyable. Il a été organisé d'une main de maître, que ce soit du côté des judges, de la boutique, de Breakflip, etc. Ça a été vraiment nickel. Tout était parfaitement rodé, il n'y a pas eu de retard, et ça s'enchaînait très bien au niveau des rondes, et rien que pour ça, ça fait vraiment super plaisir, et on peut tous les féliciter, d'autant plus que ça augure de très bonnes choses pour le championnat de France qui arrivera fin mai.
À titre personnel, c'était vraiment un week-end incroyable et je ne peux que vous remercier parce qu'il y a eu énormément de personnes qui sont venues me voir pour me féliciter pour les casts, qui sont venus tout simplement me parler, discuter, échanger, et ça fait vraiment chaud au cœur, d'autant plus que le samedi c'était la première fois que je faisais un cast sur ma propre chaîne avec un événement d'une telle ampleur. Pour rappel, 365 joueurs qui étaient présents pour ce Winner Case, et ça, ça régale, ça fait plaisir. Et faire ces 22 ou 24 heures de stream en 2 jours lors de ce week-end-là, c'était certes éreintant, mais je peux vous dire que quand je suis rentré, j'avais la banane parce que j'ai passé un super event et ça, c'est grâce à vous. Et c'est sur ces mots-là qu'on va clore cette vidéo, cette petite vidéo que je voulais absolument vous faire pour pouvoir vous faire un petit récap de ce qui s'était passé ce week-end pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'event, ou bien ceux qui voulaient tout simplement avoir un petit mémo, histoire de pouvoir se noter les choses importantes. On se retrouve bien évidemment très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment devant celle-ci, prenez soin de vous et à la prochaine.